Bonjour, c'est professeur Walid Sarah. Je vous remercie pour votre présence. Je vous prie de rester attentif. On va commencer un cas clinique de cardiologie. Donc, il s'agit d'un monsieur âgé de 68 ans, ayant comme facteur de risque cardiovasculaire un tabagisme à 30 paquets années, non connu diabétique ni hypertendu, qui se présente aux urgences pour une dyspnée d'aggravation progressive, initialement stade 3 de la NYHA, qui a évolué vers un stade 4, qui est une dyspnée de repos, associée à une orthopnée, et des œdèmes des membres inférieurs remontant au genou, avec une notion de prise de poids de 5 kg chiffrée par le patient et des brûlures nuctionnelles. Donc on commence par examiner le patient. C'est un patient déjà qui n'arrive pas à rester en position de décubitus dorsal. Il est orthopnéique. Il est polypnéique également avec une fréquence respiratoire à 22 cycles par minute. Il désature à l'air ambiant avec une saturation à 90%. Il est normotendu avec une tension de 130 sur 70 mm de mercure, tachycarde à 124 battements par minute et fébrile avec une température à 39 degrés Celsius. L'auscultation cardiaque retrouve un assourdissement des bruits du cœur avec un bruit de galop gauche. L'auscultation pulmonaire, notéral crépitant remontant au mi-champ pulmonaire. On poursuit l'examen clinique et on passe à l'examen abdominal. On retrouve à la palpation abdominale une hépatomégalie modérée régulière avec une turgescence spontanée des veines jugulaires et un reflux hépatojugulaire provoqué par la palpation du foie. Au niveau des membres inférieurs, on objective des œdèmes mous, blancs, prenant le gros-D, remontant jusqu'à genou. Le reste de l'examen clinique était sans particularité par ailleurs. À ce stade, quelle sera votre conduite à tenir? Bien évidemment, nous allons essayer d'abord de mettre le patient en condition. On va le mettre en position demi-assise pour vous soulager. Monitorage des constantes vitales, notamment sa fréquence cardiaque, sa pression artérielle, sa fréquence respiratoire et sa saturation pulmonaire en oxygène. On va l'oxygéner parce qu'il désature à 90% à l'air ambiant. On pourra l'oxygéner, choisir comme moyen d'oxygénation, soit l'oxygénation nasale, le masque à haute concentration, l'intubation plus la ventilation assistée. Chez ce patient, on a choisi plutôt l'oxygénation nasale par des lunettes. Une fois on a stabilisé notre patient, monitoré et surveillé, quel examen complémentaire allons-nous demander? Bien évidemment, et sans retarder sa prise en charge thérapeutique, on va commencer, puisque c'est une dyspnée qui est motif de consultation, par un ECG, une radiothorax, éventuellement des gases de sang. Les autres examens biologiques qu'on pourra demander sont les BNP pour faire la différence entre une dyspnée d'origine pulmonaire et une dyspnée d'origine cardiaque, les troponines, si l'on retrouve des signes à l'ECG, si le patient se plaint de douleurs thoraciques, le bilan infectieux, puisque le patient est fébrile, notamment l'NFS, la CRP, le CBU puisqu'il décrit des brûlures nuctionnelles, la fonction rénale et hépatique sont toujours à demander dans le bilan initial et bien évidemment l'échocardiographie après avoir fait le CG et la radiothorax en deuxième intention. Sur le CG de patient, on retrouve un tachycardie sinusale à 100 battements par minute avec un aspect de bloc de branche gauche. C'est l'aspect de FR', en V5, V6. Comme vous voyez ici, nous avons un crochetage. Le premier CR, le deuxième CR'. La même chose en V6. Même aspect en V1, V2 aussi. C'est l'aspect de bloc de branche gauche. Retenez-le. C'est un bloc de branche gauche qui est complet puisque la durée du QRS dépasse 3 petits carreaux supérieurs à 120 millisecondes. D'accord. On a également des troubles de repolarisation secondaires qui respectent la discordance inappropriée avec des aspects de susdécalage de ST, mais ce n'est pas une ischémie, c'est juste des troubles de repolarisation secondaires au bloc de branche en V1, V2, V3 et des montées négatives en V5, V6, D1 et AVL. D'accord. Généralement, c'est ça. La radiothorax du patient a été faite. Il a objectivé une surcharge hilaire, comme vous le voyez, manifeste, avec un syndrome alvéolaire et interstitiel parahilaire, essentiellement, avec une redistribution vasculaire vers les sommiers,
également un cul-de-sac gauche qui est comblé. Mis à part ça, c'est la silhouette cardiaque. Nous avons un arc inférieur droit qui est allongé, signe d'une dilatation des cavités du VG, du ventricule gauche, avec un signe de HTP radiologique. Nous avons ici un arc moyen gauche qui est rectiligne. Une fois on a fait le CG à la radiothorax, on va compléter par les examens biologiques. Donc, dans le cadre de ces œdèmes des membres inférieurs et ce tableau clinique, il faut demander une fonction rénale et une fonction hépatique pour éliminer une infection rénale, une insuffisance rénale et une insuffisance hépatique. Le bilan était normal. Le patient avait une fièvre avec des brûlures mictionnelles, donc il faut demander un bilan infectieux avec une NFS, une CRP. L'NFS a révélé une hyperleucocytose à 120 mg. La CRP était également franchement positive à 80 mg par litre. Donc on a complété par l'examen cytobactériologique des urines qui a objectivé une infection urinaire à Escherichia coli. Donc, le patient, c'est vrai qu'il n'avait pas de douleur thoracique, mais à l'ECG, il y avait un aspect de bloc de branche gauche complet. On ne sait pas si cet aspect est récent ou ancien, donc il faut toujours demander la troponie, vu que l'infarctus de myocarde est une cause de décompensation assez fréquente, une cause de poussée d'insuffisance cardiaque. Donc heureusement, les troponies étaient négatives. Dans le cadre de la recherche de l'insuffisance cardiaque, donc, on va demander également les NT-proBNP ou bien les BNP. C'est des peptides, brain natriurétique peptides, qui signent l'insuffisance cardiaque et qui permettent de relier la dyspnée à l'origine cardiaque. Donc, chez ce patient, les proBNP étaient positives, donc cette dyspnée qu'il a est effectivement d'origine cardiaque et non pas pulmonaire. Pour résumer, à ce stade, chez ce patient qui a une dyspnée, on a à l'ECG un aspect de bloc de branche gauche, à la radiothorax un aspect de cardiomégalie avec une surcharge hilaire et un syndrome alvéolo-interstitiel para-hilaire qui est manifeste, signant un OAP, avec bilan biologique des BNP qui sont franchement positifs, confirmant l'origine cardiaque de cette dyspnée et une infection urinaire. Donc, la deuxième étape serait de faire l'échocardiographie pour explorer les cavités cardiaques. Donc, sur cette échocardiographie, on a plusieurs fenêtres. La première fenêtre, c'est celle qui est visible sur la première ligne, c'est la fenêtre parasternale. Sur la fenêtre parasternale, on a plusieurs groupes. La parasternale grand axe, à gauche, comme vous le voyez ici, nous permet de mesurer le diamètre télédiastolique du VG. Donc, le diamètre télédiastolique du VG, c'est ça. Il est dilaté ce ventricule gauche avec un diamètre télédiastolique à peu près à 60 mm. Il permet également de visualiser l'oreillette gauche ici, de voir l'aorte ici, le ventricule droit et les valves, la valve aortique et la valve mitrale, qui paraissent normaux. À droite, nous avons la coupe parasternale, cette fois non pas grand axe, mais la coupe parasternale petit axe, qui coupe transversalement le cœur. Cette coupe nous permet de voir également cette dilatation du ventricule gauche, mais aussi, si c'était en boucle, on aurait pu voir une hypokinésie des parois cardiaques. D'accord ? Donc, on complète ici, dans la deuxième ligne, par la fenêtre apicale, où on a également plusieurs groupes. L'apicale 4 cavités, 3 cavités, 2 cavités et 5 cavités. Ici, c'est l'apicale 4 cavités qui nous permet de voir l'oreillette gauche, le ventricule gauche, l'oreillette droite, le ventricule droit. On arrive à voir discrètement au niveau de l'apex un thrombus qui comble l'apex du cœur sur cette hypokinésie cardiaque. À droite, nous avons activé la fenêtre Doppler, c'est ça, Doppler couleur, pour voir s'il y a des fuites, une fuite mitrale. Et en effet, il y avait une fuite mitrale qui est plutôt modérée. On va compléter par la fenêtre apicale de cavité, comme vous le voyez ici à droite. Et cette fenêtre nous permet de mieux visualiser ce thrombus qui
qui est hyperéchogène et qui comble le fond du ventricule gauche au niveau de l'apex. Donc, le deuxième ligne, nous avons la coupe parasternale grand axe qui nous permet de mesurer ses diamètres, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Donc, le diamètre QVG, il est à 60 mm, c'est dilaté pour un homme. Donc, c'est un ventricule gauche qui est dilaté. Ça, c'est la coupe TM, c'est-à-dire temps mouvement, qui nous permet de mesurer. Ici, c'est le curseur. Et ici, c'est la même chose. Donc, il nous permet de mesurer les diamètres télédiastoliques ici, les diamètres télésystoliques là-bas. Donc, on note déjà une hypocontractilité des parois avec une dilatation du ventricule gauche, une FE, c'est-à-dire une fraction d'éjection estimée par cette technique qui n'est pas très significative, qui n'est pas très précise, mais qui permet de donner une idée générale. Cette FE, c'est-à-dire fraction d'éjection, elle est basse à 41%. La fraction de raccourcissement également est basse à 20%. Donc, on va compléter pour mieux avoir une idée sur la fraction d'éjection par l'étude du Simpson-Biplan. Simpson-Biplan, c'est une technique qui nous permet de mesurer la fraction d'éjection en se basant plutôt sur les volumes télédiastoliques et le volume télésystolique. Donc, par cette technique, on trouve que la fraction d'éjection elle est à 33,46%. On l'a fait en biplan, c'est-à-dire qu'on l'a fait en apical 4 cavités et en apical 2 cavités, comme vous le voyez ici. Et donc ici, c'est la 2 cavités, vous voyez. Ça, c'est la 2 cavités. Et avant, on a fait la 4 cavités. Et là, pareil, on fait la sommation pour nous donner une estimation de la fraction d'éjection globale. Cette technique elle est plus précise parce qu'elle prend en considération les troubles de cinétique segmentaire qui nous faussent le résultat dans la coupe, dans l'évaluation par le temps long. Donc, pour conclure sur cette échocardiographie, on a pu trouver une cardiomyopathie dilatée du ventricule gauche avec une étiologie ischémique probable vu qu'il y avait des troubles de cinétique segmentaire, de la contractilité du ventricule gauche. On avait trouvé des cavités gauches qui sont dilatées avec un ventricule gauche à 60 mm pour une normale inférieure normalement à 57, une fraction d'éjection altérée, nous avons une dysfonction VG plutôt sévère avec une fraction d'éjection à 33%. On a estimé également les pressions de remplissage du ventricule gauche qui étaient élevées. On a trouvé un thrombus de la pointe du VG et une insuffisance mitrale secondaire modérée en rapport avec une dilatation de l'anneau. Les pressions d'artères pulmonaires étaient élevées à 70 mm de mercure. À ce stade, quel diagnostic avez-vous retenu et quelle sera votre prise en charge? Donc oui, comme vous l'avez deviné, c'est un OAP, un œdème aigu pulmonaire, sur une cardiopathie hypokinétique, probablement ischémique, comme on en avait vu sur l'échocardiographie, décompensée par une infection urinaire, probablement, vu que le patient avait des brûlures mictionnelles, avait un bilan infectieux positif, une CRP élevée, une hyperleucocytose, et à l'ECPE, il avait une infection urinaire confirmée avec l'Escherichia coli détectée. Ce patient devra être pris en charge rapidement au service des urgences. Il devrait bénéficier d'une oxygénothérapie par un masque à haute concentration réglé à 8 litres par minute, également de diurétiques pour essayer de le soulager, de vider ce poumon par les diurétiques. Choisissez le diurétique de lance, ce sont les diurétiques les plus efficaces dans ce contexte. Donc, on va lui donner 40 mg en intraveineux, renouvelé après 30 minutes. On va compléter éventuellement par des dérivés nitrés, notamment l'isosorbitdinitrate. Donc, on verra tout à l'heure. Ces dérivés nitrés permettent de diminuer la précharge et la post-charge et d'améliorer ce genre de symptomatologie. Donc, on va donner le Yesartan en perfusion continue, 1 mg par heure. On va remonter progressivement jusqu'à 5 mg par heure. Une fois le patient aura récupéré, sera plus stable, on pourra le transférer en unité de soins intensifs de cardiologie. Une fois l'épisode aigu est passé, il faudra traiter la cause de décompensation, notamment CFP chez ce patient en infection urinaire, par une antibiothérapie adaptée à l'antibiogramme du germe qu'on avait trouvé
au niveau de l'examen cytobactériologique des urines. Et bien évidemment, traiter la cardiopathie sous-jacente. Chez ce patient, c'est la cardiopathie hypokinétique qui est là. Il faudra la bilanter à titre reposé, faire éventuellement une coronarographie et confirmer l'origine ischémique et traiter son insuffisance cardiaque par un traitement médical, éventuellement interventionnel si nécessaire. On fera un petit rappel sur l'œdème aigu pulmonaire. L'OAP est une urgence par excellence. Il est assez fréquent et représente à peu près 5% des consultations urgentes. Son pronostic dépend de l'étiologie et de la précocité de prise en charge. Il touche le pronostic vital, vu qu'il y a un risque de décès par asphyxie ou éventuellement par collapsus cardiovasculaire. Ce qui est encourageant, c'est que le diagnostic est clinique et devra être rapide, fait par n'importe quel médecin confronté à ce patient. Donc l'OAP correspond à une extravasation brutale du liquide plasmatique dans l'interstitium et les alvéoles. Donc c'est tout simplement de l'eau dans les alvéoles, comme vous le voyez ici dans le schéma. Donc c'est de l'eau qui va combler progressivement les alvéoles et va empêcher les patients de respirer normalement, avec une augmentation de l'eau pulmonaire extravasculaire. Donc on distingue deux types d'OAP. Généralement, on a l'OAP hémodynamique, c'est l'OAP cardiogénique, qui est l'issue du liquide lié à l'augmentation de la pression capillaire pulmonaire, et on a l'OAP lésionnelle. L'extravasation est plutôt liée à une augmentation de la perméabilité de la membrane alvéolo-capillaire. Donc il faut faire la différence entre les deux. Le premier, c'est l'OAP cardiogénique secondaire aux affections cardiaques. Le deuxième, c'est l'OAP lésionnelle en rapport avec un syndrome de détresse respiratoire aiguë généralement. Ce schéma permet de mieux comprendre les deux types d'OAP. Donc, le premier type, c'est l'OAP cardiogénique, comme vous voyez ici, qui est secondaire à une augmentation de la pression capillaire pulmonaire. Cette augmentation va repousser le liquide du vaisseau vers l'interstitium, puis de l'interstitium vers les alvéoles qui seront comblées et on aura cette difficulté de respirer. Donc ça, c'est l'OAP cardiogénique. Le deuxième type, c'est l'OAP lésionnelle. Dans ce type d'OAP, on n'a pas une augmentation de la pression capillaire, mais plutôt nous avons une altération de la barrière alvéolo-capillaire. Donc c'est des lésions au niveau de cette barrière entre les alvéoles et les capillaires qui vont entraîner ce passage massif du liquide du vaisseau, c'est-à-dire du capillaire, vers l'interstitium et puis vers les alvéoles. Ce n'est pas secondaire à une augmentation de la pression capillaire, mais plutôt à une altération de la barrière alvéolo-capillaire. Nous allons nous concentrer sur l'OAP cardiogénique. C'est lui qui est l'origine cardiaque, secondaire à l'élévation des pressions capillaires pulmonaires. Normalement, le passage du liquide entre le capillaire et l'interstitium est régi par l'équation de Starling. Dans ce cas d'OAP cardiogénique, comme on l'avait dit tout à l'heure, il y a une augmentation de la pression hydrostatique capillaire. Donc, vous voyez ici, cette pression va repousser le liquide du vaisseau vers l'interstitium, puis vers les alvéoles. Donc, la pression en côté capillaire ne sera plus suffisante pour retenir l'eau à l'intérieur du vaisseau. Par contre, la pression hydrostatique est tellement importante qu'elle va repousser cette eau vers l'interstitium. Puis, cette eau va passer de l'interstitium vers l'alvéole et on aura l'œdème alvéolaire. Ainsi, cette augmentation de la pression capillaire qui va dépasser 28 mm de mercure sera responsable d'un transudant du plasma. D'abord, comme je viens de l'expliquer, dans le tissu interstitiel, c'est ce qu'on appelle l'œdème interstitiel, puis dans les alvéoles, c'est ce qu'on appelle l'œdème alvéolaire. La présence du liquide dans ces alvéoles va gêner les échanges gazeux alvéolo-capillaires. Donc, l'oxygène va diffuser difficilement vers les alvéoles, ce qui va se traduire par une hypoxémie, initialement corrigeable par l'oxygène. Le gaz carbonique, quant à lui, malgré la présence du liquide alvéolaire, diffuse normalement. Mais du fait de l'hyperventilation réflexe de l'hypoxémie, l'épuration va augmenter, se traduisant par une hypocapnie, comme vous le voyez ici.
c'est la résultante finale, c'est l'hypocapnie. À un certain moment, il y aura un épuisement des muscles respiratoires, surtout si l'OAP est massif ou prolongé. Une fois ces muscles respiratoires sont épuisés, on n'aura plus d'hyperventilation, mais plutôt une hypoventilation responsable d'une hypercapnie. Donc, que faut-il rechercher? Qu'est-ce qu'il faut préciser à l'interrogatoire et à l'examen clinique chez ces patients? Donc, à l'interrogatoire, il faudra toujours rechercher une notion d'antécédents de pathologie cardiovasculaire, de facteurs de risque, le mode d'installation ou de début de cette dyspnée. Donc, la symptomatologie clinique, c'est généralement des patients qui viennent avec une sensation d'étouffement, qui sont angoissés, qui sont assis à bouche ouverte, c'est une soif d'air. Ils ont une cyanose froide avec des sueurs. C'est des patients qui sont dyspnéiques, tachypnéiques, une fréquence respiratoire toujours élevée, avec une notion d'orthopnée. Ils n'arrivent pas à respirer lorsqu'ils sont en position de décubitus dorsal. Il y a une notion de taux et d'expectoration mousseuse abondante, parfois saumonée ou striée de sang. À l'examen, on retrouve des râles crépitants diffus qui sont initialement basithoraciques, évoluent en marée montante, c'est-à-dire initialement basithoraciques, puis nichant, puis atteignant les sommets. Il y a aussi une notion de râle sibilant par moment. C'est des patients qui sont tachycardes avec une fréquence cardiaque supérieure à 90 battements par minute. L'auscultation cardiaque est généralement difficile, mais parfois on arrive à trouver le bruit de galop. C'est quoi le bruit de galop? C'est un bruit surajouté diastolique. On a le bruit de galop P3 et le bruit de galop P4 qui surviennent généralement entre P2 et P1. Donc entre P2 et P1, c'est le moment de la diastole, où on aura les bruits B3, P4 qui sont généralement perçus sous forme d'un bruit de sommation T2. Quels sont les signes de gravité à rechercher lorsque l'on a des patients qui se présentent dans un tableau de l'OAP? On a des signes de gravité hémodynamique, respiratoire et neurologique. Hémodynamique, c'est l'état de choc cardiogénique avec une hypotension inférieure à 90 mm de mercure, une tachycardie supérieure à 120 battements par minute, des marqueurs au niveau des extrémités, une oligurie carrément avec une diurèse inférieure à 0,5 ml par kg par heure, des extrémités pâles et froides. Sur le plan respiratoire, on peut trouver un épuisement respiratoire avec des patients qui saturent avec une saturation inférieure à 85%, des patients qui sont polypnéiques supérieures à 40 cycles par minute, une cyanose persistante avec une impossibilité de parler. C'est lorsque les patients n'arrivent plus à parler, c'est un signe de gravité de l'OAP, des signes de lutte respiratoire qui sont bien visibles avec un tirage susternal, intercostal, avec des signes d'hypercapnie. Sur le plan neurologique, les signes de gravité sont généralement les troubles de conscience, la confusion et la somnolence. Les examens complémentaires qu'il faut demander, c'est initialement l'électrocardiogramme, qui en règle générale va montrer une tachycardie sinusale. Il peut montrer également des signes orientant vers l'étiologie sous-jacente, notamment des troubles de rythme auriculaire ou ventriculaire, des signes d'ischémie myocardique, d'infarctus de myocarde, d'hypertrophie ventriculaire gauche, de cardiopathie hypertensive ou de rétrécissement aortique. Donc, la radiothorax, quant à elle, va objectiver les trois stades de l'OAP. Donc, en premier temps, c'est la redistribution vasculaire vers les sommets avec épaississement de la trame vasculaire. On aura ensuite l'aspect d'œdème interstitiel avec des lignes de Kerley plutôt dans le subodème pulmonaire. Les lignes de Kerley, on montre trois types. Le type 1, c'est siège au niveau des apex pulmonaires. Le type B, au niveau des bases du poumon. Et le type C, localisation périhilaire. Donc, surtout les signes d'œdème alvéolaire, qui sont des opacités glauconeuses, malignité bilatérale, symétriques, prédominant au niveau des îles. Donc, comme vous le voyez ici, c'est l'image typique qu'on a de papillon. D'accord? C'est des opacités glauconeuses périhilaires. Donc, ils vont évoluer, si le syndrome persiste sans traitement, vers un syndrome alvéolaire diffus touchant les deux poumons. En règle générale,
On peut retrouver également une cardiomégalie qui signe la cardiopathie sous-jacente. L'aspect de la silhouette cardiaque va nous orienter vers la cardiopathie sous-jacente. Les gaz-du-sang en cas d'OAP non sévère ne sont pas systématiques. Par contre, dans l'OAP sévère, il faut les faire. Donc, les gaz du sang vont retrouver une hypoxie qui est initialement bien corrigée par l'oxygénothérapie. On pourra également trouver une normocapnie, voire une hypercapnie. L'acidose métabolique est également de mise avec une diminution des réserves alcalines qui traduit un métabolisme anaérobie. Les autres examens paracliniques biologiques à demander sont les BNP, dosage des BNP et des NT-proBNP qui sont élevés, orientant vers l'origine cardiaque de la dyspnée. Le dosage des troponines à la recherche d'une cardiopathie ischémique sous-jacente ainsi que des CPK. Donc, mis à part les bilans biologiques, l'échocardiographie va nous permettre de poser le diagnostic positif de l'insuffisance cardiaque, notamment en évaluant les pressions de remplissage de ventricule gauche qui sont élevées lorsque l'on a un OAP, et va nous permettre également d'orienter le diagnostic étiologique en visualisant la cardiomyopathie hypokinétique si l'on a des troubles de cinétique, en évaluant les valves pour voir s'il y a une valvulopathie sous-jacente qui pourra expliquer éventuellement cet épisode d'OAP. Concernant les causes de cette OAP, comme on avait dit tout à l'heure, il s'agit généralement d'une élévation de la pression capillaire pulmonaire qui peut être secondaire essentiellement à une insuffisance ventriculaire gauche. Cette insuffisance ventriculaire gauche va faire qu'il y aura une augmentation de la pression au niveau de l'oreiller gauche qui sera transmise vers les capillaires pulmonaires, et on aura cette élévation des pressions au niveau de ces capillaires responsable de la sortie de l'eau vers l'interstitium et vers les alvéoles, non l'OAP. Non. Sinon, si l'on n'a pas cette insuffisance ventriculaire, il peut s'agir soit d'un rétrécissement mitral, d'un myxome occlusif de l'oreillette gauche ou d'un épanchement péricardique liquidien compressif. Donc, comme étiologie de cette insuffisance ventriculaire gauche, on peut trouver les cardiopathies ischémiques, notamment l'infarctus de myocarde, le syndrome coronarien aigu, dysfonction de pilier ou de cordage, rupture septale. On peut retrouver les myocardites aigus en rapport avec une infection virale généralement. Les causes de cardiomyopathie autres, notamment les causes infiltratives, toxiques, endocriniennes, inflammatoires ou idiopathiques. Il peut s'agir également d'un obstacle avec des cardiopathies valvulaires chroniques, mitrales ou aortiques, notamment un rétrécissement mitral, rétrécissement aortique, une insuffisance mitrale aussi peut donner une augmentation de pression capillaire pulmonaire. Parfois, il s'agit même d'une endocardite infectieuse. Les troubles du rythme cardiaque aussi sont responsables de ce genre d'OAP, surtout s'il y a une tachycardie, notamment une fibrillation artérielle en tachyACF1, une tachycardie ventriculaire aussi. Donc, le myxome de l'oreillette gauche peut entraîner également une élévation de pression au niveau de cette oreillette et entraîner par conséquent une augmentation des pressions au niveau des capillaires pulmonaires et un OAP en définitive. Comme on avait expliqué chez le cas clinique, le traitement initial doit être symptomatique, mettre le patient en position demi-assise, la même condition avec le monitoring des constantes. L'oxygénothérapie, vu qu'on a cette hypoxie, donc si la saturation est inférieure à 90%, il faut donner de l'oxygène, que ce soit par lunette, masque à haute concentration. Parfois, on a même recours à la PMI, qui est la ventilation non invasive. Donc, les autres traitements médicamenteux sont les diurétiques de l'anse, notamment le furosémide, qui doit être toujours associé à une supplémentation potassique, vu qu'il y a une déperdition potassique causée par ce diurétique. Les vasodilatateurs, notamment les dérivés nitrés, on avait dit que ces dérivés nitrés vont permettre de diminuer la précharge, mais aussi la post-charge, et du fait diminuer la consommation en oxygène du myocarde. Donc, on utilise l'Isortan à 10 mg par heure en injection intraveineuse
tout en surveillant la pression artérielle, parce que ce traitement fait baisser la pression artérielle. Il ne faut pas l'utiliser si la PAS est inférieure à 110 mm de mercure. Donc, si le patient est en choc cardiogénique, la mise en place d'inotropes positifs s'impose, notamment la dobutamine. Donc, sur cette plaque, on va voir les différents moyens disponibles pour oxygénothérapie. Nous avons l'oxygène simple par sonde nasale, 4 à 5 litres par minute, par masque simple ou masque à haute concentration, plus de 7 litres par minute. En deuxième intention, on peut recourir à la ventilation non invasive. Donc, cette ventilation non invasive va nous permettre de mieux juguler les patients, de les soulager sur le plan respiratoire. Sinon, si cette ventilation non invasive est toujours inefficace, il ne faut pas retarder l'intubation orotrachéale et la ventilation assistée, c'est la ventilation mécanique. Une fois le patient est soulagé par le traitement symptomatique, il faudra rechercher les facteurs déclenchants. Donc, un interrogatoire profond s'impose avec une notion de recherche d'écart de régime sans sel, de mauvaise compliance ou arrêt carrément du traitement, de causes cardiologiques, notamment la notion de douleur thoracique pouvant être en rapport avec une poussée ischémique, notion de palpitation pouvant être en rapport avec des troubles de rythme, notamment une fibrillation atriale, une tachycardie ventriculaire, notion de poussée hypertensive. Une poussée hypertensive peut également déclencher un OAP, des troubles conductifs de haut degré, notamment un BAV complet ou bien un BAV mixte aussi peuvent être responsables de cet OAP. Il faut rechercher la notion de prise de traitement bradycardisant ou d'inotrope négatif et la notion de dysfonction valvulaire aiguë, notamment par rupture de cordage sur endocardite infectieuse ou comme complication d'infarctus de myocarde, l'insuffisance aortique sévère sur dissection aortique et la notion de thrombose de prothèse. Les causes extracardiologiques aussi peuvent déclencher l'OAP, notamment la fièvre, l'infection, anémie, l'infection pulmonaire, l'insuffisance rénale, l'aggravation de BPCO, la prise d'AINES, la chimiothérapie, la notion d'abus d'alcool, d'embolie pulmonaire ou d'AVC. Donc l'interrogatoire doit être très profond et rechercher l'ensemble de ces causes qui peuvent déclencher l'OAP. Une fois la cause ou le facteur de décompensation est retrouvé, il faut essayer de traiter ce facteur, notamment en cas de syndrome coronarien aigu, faire une vascularisation myocardique par angioplastie ou pontage si nécessaire. En cas de poussée hypertensive, donner un traitement antihypertenseur. Si la notion de valvulopathie aiguë par rupture de cordage, il faut faire une chirurgie urgente. En cas de trouble de rythme, trouble de atype de tachycardie ventriculaire ou de fibrillation auriculaire, faire un choc électrique externe en urgence. Et en cas de bradycardie sévère, à l'inverse, entraînement électrosystolique par la pose de sonde de stimulation. Donc le plus important, c'est de traiter la cause parce que sinon l'OAP va récidiver après sa régression sous traitement symptomatique. Donc, toujours rechercher le facteur de décompensation et le traiter. Pour résumer, devant une suspicion d'insuffisance cardiaque aiguë, de OAP cardiogénique, il faut commencer toujours par un interrogatoire rapide, antécédent, facteur de risque, recherche de facteurs déclenchants récents, complété par un examen clinique qui va confirmer l'absence des signes d'insuffisance cardiaque, va rechercher les signes congestifs gauche et droit, les signes de choc, faire des examens paracliniques. Il ne faut pas trop s'attarder, faire le nécessaire le plus rapidement possible sans retarder la prise en charge, notamment l'ECG, la radiothorax, l'échocardiographie, la BNP ou la NT-proBNP et un bilan biologique complet avec fonction rénale, fonction hépatique, bilan infectieux. Si l'on retrouve que le patient est en choc cardiogénique, bien évidemment, il ne faut pas attendre. C'est une urgence, il faut le mettre sous inotrope positive, la dobutamine, si nécessaire la noradrénaline, si l'hypotension est persistante, si besoin, faire une assistance circulatoire. Si le patient n'est pas en choc cardiogénique,
il faut voir s'il est en détresse respiratoire. Bien sûr, s'il est en détresse respiratoire, c'est l'oxygénothérapie. Si la saturation est inférieure à 90, la VNI. Si anxiété importante, soulager le patient par un peu de morphine. Et si nécessaire, intuber le patient éventuellement avec ventilation mécanique. Si le patient n'a pas de choc cardiogénique, n'est pas en détresse respiratoire, il faut rechercher le facteur déclenchant, le traitement pour essayer de lui donner un traitement étiologique qui va soulager la cause de cette compensation. Donc, si c'est un syndrome coronarien aigu, c'est la coronarographie en urgence. Si c'est des arythmies rapides, c'est le choc électrique externe. Si c'est des bradycardies sévères, c'est l'entraînement électrosystolique. Si c'est une valvulopathie aiguë, c'est le traitement chirurgical. Si c'est une crise hypertensive, c'est le traitement antihypertenseur. Et si c'est une embolie pulmonaire, c'est la thrombolyse. Par la suite, discuter le transfert en unité de soins intensifs selon la gravité et l'étiologie. Donc sur cette plaque, nous allons voir les nouvelles classifications des insuffisances cardiaques. Donc chez les insuffisants, on va la faire selon la présence ou non de signes congestifs et selon la présence ou non de signes de choc. Si l'on a des signes congestifs, c'est l'OAP, c'est le wet. S'il n'y a pas de signes congestifs, s'il n'y a pas d'OP, c'est les patients secs, les dry. Donc pour les wet, il y a deux types de wet. Il y a les wet avec des signes de choc, c'est les wet and hold, et il y a les wet sans signes de choc, c'est les wet and hold. Pour les wet and hold, c'est des patients qu'il faudra traiter par des dérivés nitriques plus diurétiques. Pour les wet and hold, qui ont des signes d'insuffisance cardiaque, plutôt de signes de profusion, de choc cardiogénique, il faudra donner la dobutamine et la noradrénaline et céder par les diurétiques si nécessaire. Donc pour les patients qui ne sont pas en OAP, c'est les patients dry. Donc ce n'est pas l'objet de notre présentation d'aujourd'hui, mais on va quand même en parler. Donc chez ces dry, il y a les dry and warm et il y a les dry and cold. Donc il y a une petite erreur ici, c'est pas dry and warm, c'est dry and cold ici. D'accord. Pour les patients qui sont dry and warm, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de choc, pas de signes congestifs, c'est juste le traitement médical qu'il faudra garder le traitement médical qu'il faudra ajuster. Pour les dry and cold, c'est des patients qui ont des signes de choc mais sans signes congestifs. Chez ces patients, c'est le bas débit. Il faudra discuter le remplissage et éventuellement les inotropes s'il n'y a pas d'amélioration après le remplissage. Donc voilà, j'espère que c'était clair. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser et on va les revoir dans la vidéoconférence. Bonne journée.